Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes des adorateurs des maths? Il y a quand même de grandes chances pour que non. On va pas se mentir. La majeure partie de la population a été traumatisée par les mathématiques car ils sont quand même assez mal enseignés dans l'éducation. Et c'est bien dommage parce que les mathématiques renferment un nombre de mystères assez fou. Si vous voulez vous intéresser au sujet, il existe beaucoup de chaînes YouTube en France et même à l'étranger qui parlent de mathématiques. En France, nous avons Mickaël Launay, évidemment. Nous avons VeryMathTrip, qui est peut-être un petit peu plus accessible encore. Pour ceux qui parlent anglais, vous avez Numberphile, vous avez 3 Blue, 1 Brown ou le contraire, je ne sais jamais. Aujourd'hui, mon but ne va pas forcément être que vous compreniez tout, et c'est pour ça que c'est un exercice assez particulier. Mon objectif, ça va être plutôt de vous intéresser. Ça va être d'éveiller votre curiosité, de titiller votre esprit. Nous allons voir un iceberg. L'iceberg des mathématiques. Pour ceux qui ne connaissent pas le mème de l'iceberg, je pense que vous savez qu'un iceberg n'est émergé qu'à 10% de son volume. C'est un phénomène physique lié à la densité de l'eau par rapport à la glace, mais ce n'est pas important. Et donc, issu de ce fait, un mème s'est créé sur internet pour toutes les licences qui ont des faces sombres, tout ce qui, sur internet, a des faces un peu plus sombres, un peu plus cachées. On a créé un mème, le mème de l'iceberg. Plus on descend dans l'iceberg, et plus les phénomènes sont sombres, mystérieux, gore. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le théorème de Pythagore. On commence par la base. Le théorème de Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Il s'agit d'un des rares théorèmes mathématiques que vous pouvez utiliser quotidiennement dans votre vie de tous les jours, notamment si vous faites du bricolage. Son ami de toujours, le théorème de Thalès, quant à lui, est d'une affligeante évidence. Il dit qu'entre deux triangles, l'un étant l'agrandissement de l'autre, alors le facteur d'agrandissement ou de réduction est le même pour tous les côtés. Ça paraît évident. Le théorème de Pythagore possède une version plus générale. Pour deux vecteurs A et B orthogonaux, alors le carré de la norme de la somme est égal au carré de la norme de la différence, qui est elle-même égale à la somme des carrés des normes. Et ce pour tout espace vectoriel pré-hilbertien. On en reparle plus tard. Les axiomes d'Euclide. La base d'un raisonnement scientifique, c'est des prémices, desquelles on déduit, avec des raisonnements adéquats, des conclusions. Mais si l'on remonte petit à petit le fil de ce principe, on en vient à se demander par quoi on commence. Quelle est la première vérité de laquelle on part? Et la réponse, c'est ce qu'on appelle les axiomes. Des propositions qu'on ne démontre pas et qui servent à déduire toutes les autres. Les axiomes changent selon le domaine dans lequel on travaille, évidemment, et en géométrie, il existe un système de 5 axiomes qu'on appelle les éléments d'Euclide qui forment la géométrie euclidienne. On peut toujours tracer une droite entre deux points, on peut toujours prolonger indéfiniment un segment en une droite, on peut tracer un cercle à partir d'un segment, tous les angles droits sont équivalents dans le sens où on peut tous les obtenir à partir d'un seul avec uniquement des translations et des rotations. Étant donné une droite et un point, il passe par ce point une et une seule droite parallèle à la première. Ce sont les 5 axiomes dont vous avez besoin pour faire de la géométrie dans un plan. De courbure nulle. Géométrie non euclidienne. Tous ces axiomes semblent toujours vrai, sauf le dernier, parce que dans un plan de courbure non nulle, on peut l'invalider. Prenez une sphère, tracez une droite, faites un point, et essayez de tracer une droite passant par ce point. Et ouais, dans une sphère, toutes les droites sont séquentes. Il n'y a pas de droite parallèle. C'est une notion qui n'existe pas dans une sphère. Et dans une figure avec ce genre de courbure, on peut tracer plusieurs droites parallèles à une seule, dans le sens où elles ne se croisent pas, et elles passent pourtant par le même point. La généralisation de ce qu'on appelle les droites quand on est dans un plan de courbure nulle est ce qu'on appelle les géodésiques. C'est en fait le chemin le plus court entre deux points. C'est ça qu'on appelle une droite dans un plan et qu'on appelle une géodésique quand la courbure est non nulle. La congruence. Prenez deux tiges et superposez-les. Vous avez un angle de 0 degré, ou 0 radian. Maintenant, avec une des tiges, faites un tour complet. Vous avez maintenant un angle de 360 degrés, ou 2 pi radians. Pourtant,
On dirait vraiment qu'il s'agit du même angle que tout à l'heure, non? Cette manière de mesurer les angles prend en compte le nombre de rotations effectuées. Mais dans la plupart des cas, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est l'angle réel final formé. Dans le cas précédent, il suffit de retirer 360 pour avoir bien l'angle de 0 degré qu'on avait au début. Eh bien, félicitations, je viens de vous apprendre que vous avez raisonné par congruence. Pour trouver l'angle réel à partir d'une mesure d'un angle, il suffit de retirer autant de fois 360 que nécessaire. Ou, autrement dit, dans un jargon plus mathématique, il suffit de faire la division euclidienne de cette donnée par 360 et de prendre le reste. De manière générale, on dit que A est congru à R modulo B si A est égal à BQ plus R, où Q est un entier relatif, qu'on appelle le quotient. Cette définition s'étend à d'autres anneaux, comme les anneaux des matrices, en remplaçant juste la notion d'entier par la notion de matrice, mais également l'anneau des polynômes. Les anneaux où c'est possible s'appellent des anneaux euclidiens. Logique puisqu'on parle de division euclidienne. Le PGCD et le PPCM. Chaque nombre entier a ce qu'on appelle des diviseurs, des nombres qui sont multiples. D est un diviseur de A si A est égal à ND avec N un entier, et A est alors appelé un multiple de D. Parmi ces diviseurs, il en existe un qui est plus grand que tous les autres. Le PGCD, le plus grand diviseur commun de A et B, est comme son nom l'indique, le plus grand diviseur commun à A et B. Le PPCM, quant à lui, est le plus petit multiple commun. Comme on ne peut pas énumérer tous les multiples d'un nombre, il y en a une infinité, eh ben on va essayer d'énumérer les premiers en espérant tomber sur celui qui sera commun aux deux. Ou alors vous remarquez que A fois B est égal au produit de leur PGCD et de leur PPCM. Incroyable, non? Ces notions-là peuvent s'étendre à d'autres anneaux à condition de deux changements. Il faut que votre anneau soit principal, et il faut changer la relation d'ordre. La principalité d'un anneau est une notion que je ne détaillerai pas ici, mais sachez que pour la relation d'ordre, il faut bien comprendre que la notion de plus grand et de plus petit n'a pas de sens dans tous les anneaux. Par exemple, dans l'anneau des matrices carrées de même taille. Il faut en introduire une autre qui est totale pour tous les diviseurs de A, car tous les diviseurs peuvent être comparés, c'est la relation de division. Sous ces deux changements-là, on peut faire des PGCD et des PPCM avec à peu près n'importe quoi. La décomposition en facteurs premiers. Est-ce que vous savez ce qu'est un nombre premier? Bien sûr que oui, on dit qu'un nombre est premier si ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Ça, tout le monde est au courant, je pense. Ainsi, 2, 3, 5, 7 sont premiers, mais pas 9, qui est divisible par 3. Les nombres premiers peuvent être considérés comme élémentaires pour la division, dans ce sens qu'ils ne sont le produit d'aucun autre nombre. Et c'est précisément pour ça qu'on les appelle les nombres premiers. Parce que pour le sens de la division, ils sont premiers. Il existe en plus un théorème très stylé qui dit que tout nombre entier peut s'écrire comme le produit de puissance de nombres premiers. Et même mieux que ça, elle est unique. Vous me voyez venir, cette définition et cette notion s'étendent à d'autres anneaux qu'on dit factoriels. La notion de premier devient alors celle d'irréductible, un élément non inversible qui ne s'écrit pas comme le produit de deux autres éléments non inversibles. Et le théorème de décomposition gagne une petite upgrade. Devant le produit des puissances irréductibles, on doit multiplier par un inversible. Par exemple, dans les entiers négatifs, ça se traduirait par la décomposition classique, multipliée par -1 devant, qui est inversible, je le rappelle, si jamais. Les dérivées successives. On va maintenant s'attaquer aux dérivées. Qui se souvient des dérivées? Ça, c'est une vraie question. La dérivée d'une fonction f en a est la droite tangente à f au point A. Elle mesure la force de la croissance, ou de la décroissance, si la dérivée est négative, en ce point. On peut également créer une nouvelle fonction à partir de la fonction f. C'est une fonction qui, en tout point x, associe la dérivée de f en x. Et cette fonction sera naturellement appelée la fonction dérivée de f. La dérivée de la dérivée de f est appelée la dérivée seconde de f, et on peut répéter le processus jusqu'à obtenir la dérivée énième. Par exemple, la dérivée de la fonction identité, celle qui a x associe x, étant la fonction constante égale à 1, sa dérivée seconde sera la fonction constante égale à 0. La dérivée d'une constante étant nulle, alors toutes les autres dérivées seront également nulles, puisque la dérivée de la fonction constante égale à 0, c'est une constante, donc c'est 0. Pour la fonction exponentielle, une de ses définitions consiste à dire que sa dérivée est égale à elle-même. Exponentielle pouvant être définie comme la fonction qui a sa dérivée égale à elle-même, alors toutes les dérivées successives seront les mêmes. Cette notion peut sembler futile, mais en fait elle est à la base des théorèmes les plus ouf des mathématiques, les théorèmes de Taylor, qui donnent une approximation aussi précise que l'on veut de n'importe quelle fonction avec ses dérivées successives, en l'approchant par un polynôme qui a le meilleur ordre voulu pour approcher la fonction.
C'est un peu compliqué, mais en gros ça veut dire qu'on peut approximer n'importe quelle fonction, même si tu connais pas vraiment sa courbure. Suite et sous-suite convergentes. En maths, il y a deux types de suites. On dirait le début d'une mauvaise blague. Il y a les suites qui convergent et les suites qui divergent. Une suite est dite convergente vers une certaine limite si pour tout tunnel autour de sa limite, il existe un rang à partir duquel tous les éléments de la suite seront situés dans ce tunnel. Si une suite ne converge pas, on dit qu'elle diverge. On peut diverger vers l'infini, et dans ce cas, on dit quand même qu'elle a une limite, qui est l'infini, où elle ne peut simplement ne pas avoir de limite. Par exemple, la suite des 1 sur n converge vers 0, la suite des n diverge vers l'infini, et la suite des moins 1 puissance n diverge, et elle n'a pas de limite. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que même pour les suites qui divergent, on peut, sous certaines conditions, les faire converger en extrayant une sous-suite. Pour les suites convergentes, c'est évident. On peut par exemple extraire de la suite des 1 sur n, la suite des 1 sur 2n, qui elles convergent aussi de manière évidente. Ça semble évident car si on extrait un nombre infini de termes de la suite, on sent qu'on va quand même toujours pouvoir trouver un rang à partir duquel tous les éléments seront dans le fameux tunnel de la définition. C'est possible aussi avec les moins 1 puissance n, la suite paire tend vers 1 et la suite impaire tend vers moins 1. En revanche, c'est de toute évidence impossible à faire avec la suite des n. Pourquoi ? Y a-t-il un critère à respecter pour qu'une telle suite puisse converger si on en extrait une sous-suite ? Eh bien oui, et c'est ce qu'on appelle le théorème de Bolzano-Weierstrass. Répétez après moi, et ne vous trompez pas, Weierstrass. Weierstrass. Oui, c'est un nom allemand, c'est compliqué, c'est comme ça. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont incapables de le prononcer. De toute suite de réels bornés, c'est-à-dire toutes les valeurs sont comprises dans un grand tunnel général, on peut construire une sous-suite qui converge. Ce théorème s'étend aussi aux suites qui sont à valeur dans un espace vectoriel de dimension finie. On en reparle aussi plus tard. Les vecteurs. Un outil essentiel de la géométrie, ce sont les vecteurs, ces flèches munies d'un sens et d'une direction. On peut effectuer différentes opérations dessus, on peut les additionner, on peut les multiplier par un nombre réel, appelé le scalaire, on peut également les multiplier entre guillemets entre eux, par ce qu'on appelle le produit scalaire. Cet outil est très utile en mécanique puisqu'il permet de très bien décrire les mouvements, mais nous verrons plus tard que cette représentation sous forme de flèche n'est pas forcément celle qui est la plus proche de la nature réelle des vecteurs. La plus belle égalité. C'est une célébrité du monde mathématique, celle qu'on appelle à tort la plus belle équation. Exponentielle de pi plus 1 égale 0. Déjà, pourquoi je dis à tort ? Eh bien parce que pour parler d'équation, il faut qu'il y ait des inconnus. Or, dans cette chose, tout est connu. On connaît tous les noms des trucs, on connaît tout. C'est pour ça que le terme d'égalité me paraît plus approprié. Le E fait évidemment référence à l'exponentielle, et I est le nombre qui au carré vaut moins 1. Si le nombre complexe A plus IB représente le point du plan AB, il existe une écriture de ce nombre qu'on appelle la forme exponentielle. Rho fois exponentielle de Iθ, où Rho est la distance au centre, la norme, et θ est l'angle par rapport à l'axe des abscisses, l'argument. Ainsi, exponentielle de Iπ est le nombre de norme 1 et d'argument pi radian, soit 180 degrés. Autrement dit, c'est le point moins 1, 0, qui en forme normale, c'est-à-dire en forme algébrique, s'écrit moins 1 plus I fois 0, soit moins 1. En passant le 1 de l'autre côté, on obtient l'égalité. Elle est considérée comme la plus belle des égalités, car elle fait apparaître en une seule égalité toutes les plus grandes constantes des mathématiques, E, I, pi, 1 et 0. Et c'est également pour ça qu'une autre version de cette égalité, qui est exponentielle de Iπ est égale à moins 1, n'est pas considérée comme la plus belle, parce qu'elle ne fait pas apparaître le 0. Oh oui, bon, on est exigeant, c'est comme ça, on est des mathématiciens, on est exigeant. Définition ou caractérisation. Les mathématiques sont truffées de définitions en tout genre. Arithmétique, algébrique, analytique. Seulement voilà, on est souvent amené à se rendre compte que certaines propriétés sont équivalentes aux définitions. Par exemple, l'exponentielle peut être définie comme la seule fonction dont la dérivée est égale à elle-même. C'est ce qu'on a vu plus tôt quand je parlais de Taylor. Cette définition est équivalente au fait que son expansion en série de Taylor, la fameuse, est 1 plus x carré plus x cube plus etc. etc. Alors,
qu'est-ce qu'on prend pour définition? Est-ce qu'on prend ça ou est-ce qu'on prend la dérivée est égale à elle-même? Eh ben on s'en fiche, parce qu'elles sont équivalentes. Seulement on apprend la notion de dérivée avant celle de série. Donc c'est plus logique de la définir comme la dérivée est égale à elle-même. Donc son expansion de Taylor est enseignée plus tard comme une conséquence de la définition par rapport à la dérivée. Il est cependant très important de savoir de quelle définition on part, pour éviter des raisonnements circulaires du type je démontre sans le savoir la définition, avec une propriété que j'ai utilisée pour la définition. Pi. Savez-vous calculer la circonférence d'un cercle, connaissant son rayon? Et oui, vous avez besoin de la seule grandeur qui le caractérise, et je dis bien la seule, son rayon. Sa circonférence est alors de 2πr, où pi est une des constantes fondamentales des mathématiques. Son r, pi r carré. Son volume, 4 tiers de pi r cube. Ok. Juste par curiosité, la somme des inverses au carré? Pi carré sur 6. Waouh, ok. Alors l'intégrale sur l'ensemble des réels de exponentielle de moins x carré sur 2? Racine de 2pi. Oh ok, what the fuck, ok, je vois pas le rapport. Le comportement asymptotique de factoriel n? Racine de 2pi n fois n sur e puissance n. Attends, mais il est partout là, qu'est-ce qui se passe? La constante pi est tout simplement magique. Elle surgit de nulle part, sans crier gare, dans une situation dans laquelle il ne semble y avoir aucun rapport avec un quelconque cercle. Elle apparaît plus que n'importe quelle autre constante, même E, qui apparaît pourtant assez souvent déjà. Les trois mousquetaires. Laissez-moi vous présenter les mathématiciens les plus connus de l'histoire. Pythagore et Thalès ont donné leur nom aux théorèmes les plus utiles de toutes les mathématiques. Schwarz, l'inégalité du produit scalaire et les normes associées portent son nom, et le théorème d'inversion de l'ordre des dérivées partielles. Riemann, fondateur de la vision riemannienne des intégrales, celle étudiée en premier, basée sur l'approche de l'air par des rectangles infinitésimaux, a donné son nom à une célèbre fonction exprimée sous forme d'une série, la fonction zeta, de Riemann du coup, liée à un des problèmes du millénaire qui porte aussi son nom. Cauchy, l'autre nom de l'inégalité des produits scalaires et des normes qu'on a vu plus tôt, qui s'appelle donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, condition d'existence des solutions d'équations aux dérivées partielles, type de suite dont les termes se rapprochent à l'infini, Lagrange, a donné son nom au coefficient nécessaire pour trouver le minimum d'une fonction différenciable avec contrainte, a donné son nom au polynôme permettant d'interpoler une liste de points, le seul polynôme du degré du nombre de points à interpoler. Euclide a posé les axiomes de la géométrie du plan, a donné son nom à la norme classique des vecteurs, a trouvé le lemme qui dit que si un nombre premier P divise BC, alors il divise B ou C. Pour les trois derniers, j'ai pas mal hésité. L'enjeu était de savoir lesquels seraient le plus dignes du titre de trois mousquetaires. La troisième place se jouait entre Riemann, Lebesgue, Cauchy et Euclide. Après délibération auprès d'amis matheux de ma fac, j'ai décidé finalement, vous l'avez compris, de mettre Lebesgue. Je voulais mettre Riemann, mais vous allez comprendre pourquoi c'est plus logique comme ça. Lebesgue, fondateur de la vision de Lebesgue des intégrales, par sommation des valeurs prises par une fonction pondérée par la mesure, la taille de l'ensemble sur lequel cette valeur est prise. Cette vision est plus forte que celle de Riemann, car si une fonction est Riemann intégrable, alors elle est aussi Lebesgue intégrable. Cette vision permet de calculer des intégrales de fonctions très spéciales, comme l'indicatrice des rationnels par exemple. Euler, ou Euler en bon français, a donné son nom à une formule liant les fonctions trigonométriques sinus, cosinus, tangente, avec la fonction exponentielle sur les nombres complexes. A donné son nom à une constante que vous connaissez peut-être, la constante E, celle de l'exponentielle. A donné son nom à une autre constante, gamma, la constante d'Euler-Mascheroni, celle du développement asymptotique à l'infini de la série harmonique moins ln de n. Et enfin, le fameux, le GOAT, le King, Gauss, a donné son nom au théorème arithmétique qui dit que si A divise BC et A est premier avec B, alors A divise C, a donné son nom à une méthode d'approximation de solution à un système linéaire par des suites qu'on appelle les méthodes itératives, c'est la méthode de Gauss-Seidel. A donné son nom à une intégrale qui est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de exponentielle de moins x carré, essentielle pour les probabilités car elle sert à définir la loi normale. Ce mec a une fucking intégrale à son nom, alors que moi je galère à faire des soustractions à deux chiffres. A donné son nom au théorème liant le flux électrique sortant d'une surface et les charges électriques en présence. Le mec faisait même de la physique. Les 7 problèmes du millénaire. Bonjour, avez-vous toujours rêvé de gagner 1 million de dollars? Eh bien j'ai une solution pour vous. Résolvez un des 7 problèmes du millénaire, et ce sera votre récompense. C'est pas une blague, il y aura bien une récompense de 1 million de dollars à quiconque trouve une solution à l'un des 7 problèmes suivants. L'hypothèse de Riemann.
lié à la fonction zeta de Riemann, mon préféré, la conjecture de Poincaré, P égale NP, la conjecture de Hodge, la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer, il est dur à dire, excusez-moi, les équations de Navier-Stokes, les équations de Young-Mills. Je ne détaillerai aucun de ces problèmes ici, car ils sont assez compliqués et difficiles à expliquer pour des néophytes, et aussi parce que moi j'en ne connais que deux en fait. La conjecture de Poincaré a déjà été résolue par Grigori Perelman en 2003, et il a refusé la récompense. Ouais, je sais, c'est bizarre. En tout cas, dépêchez-vous, il y en a déjà plus que 6. La rigueur absolue. Les mathématiques sont une science de démonstration, je pense que je ne vous apprends rien. La rigueur mathématique est un concept qui oblige ses pratiquants à suivre les règles précises des raisonnements scientifiques. C'est un peu la déontologie des maths si vous voulez. Cette rigueur est tellement prononcée que la moindre petite erreur ou imprécision peut faire l'objet par les pairs d'un refus de votre travail temporairement, même pour les plus grands. Et si ce n'est pas un refus, ce sera des débats endiablés pour essayer d'expliquer ce que vous vouliez dire. C'est entre autres cette rigueur qui rend les problèmes mathématiques non triviaux si difficiles à résoudre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va parler en conclusion de l'importance capitale de cette rigueur pour l'interprétation des résultats et pour une explication claire et pertinente. Les blasphèmes mathématiques. Un petit peu plus rigolo, avec ce point-là, vous allez savoir comment trigger un mathématicien. Dites-lui que E égale pi égale 3. C'est une blague connue qui met en exergue la différence entre la rigueur et la formalité des mathématiques avec l'approximation des ingénieurs. En effet, E égale 2,71 et pi égale 3,14, qui sont donc tous les deux proches de 3. Manipulez les quantités infinitésimales, dx, comme des nombres. On peut noter la dérivée d'une fonction f comme étant df sur dx, une infime variation de f sur une infime variation de x. L'intégrale de f se note comme ceci, la somme des valeurs moyennes prises par f sur un infime rectangle multiplié par sa largeur infime. Il est classique de voir des physiciens ou des ingénieurs écrire les intégrales sous la forme l'intégrale de df sur dx fois dx est égale à l'intégrale de df est égale à f. Le résultat est juste, mais la justification ne l'est pas du tout. On ne peut pas manipuler les dx comme ça ne marche pas comme ça. De manière générale, faites des raisonnements du type « bon, là on sent que ça marche », ou encore manipuler des grandeurs comme ce qu'elles ne sont pas, comme les dx ou l'infini. Dites-lui que les maths ne servent à rien, pour les gros rageux vous aurez le droit à des insultes. C'est faux, aucun matheux ne vous insultera, enfin on est au-dessus de ça. Et pour les pédagogues, vous aurez le droit à un exposé plus long que la présidence de Poutine de pourquoi les mathématiques sont importantes. Les débats internes. Les maths sont une science dynamique. Il y a des débats dans la communauté sur les notations, sur les appellations, sur des raisonnements, et sur les choses que l'on peut tenir comme acquises ou celles que l'on doit démontrer. En effet, le théorème de Pythagore peut sembler acquis. Les propriétés des 4 opérations usuelles aussi. À mon niveau, il peut être bien de redémontrer la manière d'inverser la transformée de Fourier. Mais pour le théorème de l'hôpital, par exemple. La réponse dépendra du contexte dans lequel vous soumettez votre travail. Et c'est là la source du débat. Sur les raisonnements, on peut débattre des tautologies, par exemple. Beaucoup de matheux n'aiment pas le raisonnement par l'absurde, qui repose sur le principe du tien exclu et de non-contradiction, et ils l'évitent au possible. Ils trouvent ce genre de raisonnement quelque peu inélégant. Si vous voulez, c'est un peu un aveu d'échec. On peut également débattre des axiomes. Un certain nombre de mathématiciens n'est pas non plus à l'aise avec l'axiome du choix. C'est l'axiome qui dit que dans un ensemble d'ensembles, on peut construire un autre ensemble en choisissant un élément de chacun. Car en effet, la cohérence de l'axiomatique ZF, l'axiomatique classique pour tout ce qui est les ensembles, est indépendante de la présence de l'axiome du choix. Un sacré bordel. Un langage pas universel. On entend souvent, et vous avez certainement tous déjà entendu, que les mathématiques seraient un langage universel. Et c'est vrai que comme elles font appel à la raison pure, il est tentant de dire ça. Mais je vais vous montrer pourquoi c'est pas si simple. Si vous allez aux States et que vous parlez du Thales's Theorem, vous serez très probablement mal compris. En effet, chez eux, ce que nous appelons le théorème de Thalès est le Intercept Theorem. Et pire que ça, chez eux il y a bien un Thales's Theorem, mais il désigne tout autre chose. C'est le théorème qui dit que dans un cercle circonscrit à un triangle dont le plus long côté est le diamètre, le triangle est rectangle. Pareil, ne leur parlez pas du Newton's Binomial, ils ne connaissent pas. Chez eux c'est autre chose. Chez eux c'est le Binomial Theorem. Ouais, chez les ricains c'est cash, hein, on s'emmerde pas, il n'y a pas de on donne un nom à un mathématicien, on s'en fout. Mais il y a également des divergences de notation. Par exemple, le produit scalaire et le gradient qui possèdent plus de notation que de propriétés. Il y a également un débat autour de la constante tau qui vaut 2π. En effet, dans la plupart des formules mathématiques faisant apparaître le nombre pi, c'est en réalité 2π qui apparaît.
Par exemple, le périmètre, P est égal à taux R. L'intégrale de Gauss, racine de taux. La série des inverses des carrés sera égale à taux carré sur 24. Je vous ai montré que si le concept des mathématiques est bel et bien universel car faisant appel à notre raison pure, la discipline, elle, ne l'est pas complètement. En plus, selon la langue natale, vos capacités en mathématiques peuvent changer. Et c'est pas une blague. Il a été montré que les étudiants japonais sont globalement plus à l'aise avec l'arithmétique, ou en tout cas le calcul, de par la structure même des nombres dans leur langue. Chez eux, les nombres se décomposent dans la langue même en blocs de 10, ce qui rend beaucoup plus naturel du coup les calculs avec les dizaines. Et pour finir, selon les pays, on n'enseigne pas les mathématiques de la même manière, ce qui peut à terme faire une différence. Bon, j'espère que vous l'avez aimé cette vidéo les gars. Elle a mis du temps à sortir, elle a mis énormément de temps à sortir. Et la deuxième partie, je l'ai même pas encore commencé. Il nous reste encore les eaux sombres, il nous reste les abysses et le vide. Et après on aura terminé avec cet iceberg. Si vous avez aimé cette première partie, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir plus de contenu de ce type là. Et moi je vous dis tout simplement, à une prochaine fois.